Bon, ben on va commencer avec un titre qui, je sais, a surpris beaucoup, cette momie de Venise qui s'enchaîne au culte du sang et lequel s'enchaîne à la recherche de l'immortalité. C'est le titre d'un livre que j'ai écrit et qui sera édité à partir du mois d'octobre. Il sortira à l'édition de la Vallée Heureuse. Donc c'est un peu, en quelque sorte, une avant-première, hein, avec des mots, bien sûr, qui interpellent un petit peu. Et des mots traduisent mal, on peut dire souvent, ils déforment les idées qu'ils véhiculent. Ce livre, donc, La momie de Venise, le culte du sang, n'échappe pas, on peut dire presque à cet inconvénient. Une momie à Venise, finalement, quoi de plus banal? Des momies égyptiennes, il y en a pas mal en Europe, un petit peu partout. Pourtant, pour moi, ce fut vraiment un étrange point de départ pour aboutir à étudier, je peux dire, des tragédies qui constituent un culte du sang, parfois sublime et le plus souvent terrible. Depuis l'Égypte antique et bien longtemps avant, l'être humain, qu'il faut bien le dire, est un peu perdu sur sa planète, ne sachant vraiment ni d'où il vient ni où il va, s'accroche à son existence, qu'il cherche à prolonger pour atteindre cette immortalité. Alors, on imagine, on utilise un modeste savoir pour tenter d'atteindre ce but. Donc, on peut dire que l'espèce humaine est une partie intégrante d'un univers dont tous les éléments, que ce soit les cosmogonies, l'ésotérisme ou les sciences actuelles, tous les éléments vivent en interdépendance. On n'est pas vraiment indépendant de tout le reste. Aucun événement n'est isolé. Ils sont tous la conséquence de causes qui se sont succédées, que nous ne soupçonnons pas la plupart du temps, et ils deviennent aussi les causes d'autres événements à venir. C'est un peu comme une chaîne avec d'innombrables maillons, inaccessibles à l'histoire officielle, mais qui cependant commandent le destin du monde. Rien n'est isolé. Les cosmogonies, le Big Bang, la physique actuelle, tout nous dit que nous sommes tous en interdépendance. Dans les sciences antiques, nous ont transmis une véritable connaissance de certaines lois, de cause à effet. L'Égypte, par exemple, nous a révélé l'enseignement de Thoth, l'initiateur déifié, que les Grecs ont ensuite désigné sous le nom d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Et dans les 7 lois d'Hermès, on retrouve une loi qui est très intéressante à étudier, c'est justement la loi de cause à effet. En approfondissant l'étude de ces idées venues d'un très lointain passé, évidemment, ça m'a fait voir qu'il y avait des liens entre des personnages, des lieux, des événements qui paraissent n'avoir aucune relation entre eux, mais ont parfois, eux aussi, déclenché de sinistres tragédies après eux. L'humanité a subi les effets néfastes des interprétations, bien sûr, qui ont entraîné une cascade de crimes durant des siècles. On va les passer en revue rapidement, bien sûr. Le passé a construit le présent, loi de cause à effet. Ce passé qui a construit le présent, ce présent, lui, qui nous annonce un avenir assez inquiétant. La science qu'a transmis l'Égypte antique avait été reçue par ce pays par de mystérieux initiateurs, et cette science a rayonné de différentes façons, s'est manifestée dans de nombreux pays et à diverses époques. Elle nous indique même comment interpréter. Et c'est là que l'Égypte antique nous parle de l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'âme et déjà de la force des vibrations, autant celles qui nous entourent que celles qui sont en nous. J'ai beaucoup recherché dans ce domaine-là et j'ai eu le privilège
de rencontrer en Égypte et ailleurs des personnes qui m'ont offert des clés. Elles m'ont permis d'aborder différemment les mystères de la survie, d'y trouver des correspondances entre les sciences antiques et celles de notre époque. Elles m'ont révélé les liens qui ont uni des événements apparemment indépendants les uns des autres. Il ne s'agit pas d'événements anecdotiques, bien sûr, mais du destin d'une grande partie de l'humanité qui est soumise et qui a été soumise au cours des siècles à des forces qu'elle ignore et qui lui est vraiment impossible de maîtriser. Les générations se succèdent, mais les forces occultes qui les manipulent sont toujours présentes et sont toujours actives. Et pour moi, avec mes recherches, c'est à Venise qu'est apparu le monstre entre guillemets bien sûr, qui possédait le pouvoir ambivalent de répandre des forces bénéfiques ou de les transformer en de sanglantes et permanentes manifestations. La ville de Venise est importante par ses légendes cruelles qui sont tout au long de son histoire, les mystères impénétrables de sa lagune, dont certains vestiges illustrent encore des lieux que parcourent des milliers de touristes, plus ou moins indifférents à tout cela. Et quand on l'étudie en profondeur, on arrive à penser que Venise a été probablement un bouillon de culture capable d'envahir diaboliquement une partie de notre planète. C'est de ce lieu qui abrite la momie égyptienne la mieux conservée d'Europe, elle a 3500 ans. Et c'est là qu'un autre personnage venu lui aussi d'Égypte a créé une espèce de conditionnement de ceux qui ensuite allaient déclencher des tragédies successives qui ne cessent d'ensanglanter, loi de cause à effet, notre piteuse civilisation. J'ai séjourné plusieurs fois à Venise, bien sûr, à la recherche d'éléments susceptibles d'éclairer mes recherches, et là, vraiment, je n'ai pas été déçu. J'ai vécu une expérience personnelle, et je considère que je dois la transmettre, la faire connaître, bien que dans ce domaine, rien ne soit jamais terminé. Alors, sans aucune ambition, bien sûr, j'espère que cette étude retiendra l'attention de lecteurs qui, à leur tour, emprunteront les routes de cette quête pratiquement interminable. Mon but est de mettre en évidence les motivations de ceux dont nous dépendons, pas les motivations qu'ils ont écrites et que les historiens peuvent retrouver. Les historiens ne se fient qu'aux écrits. Là, on va voir des enchaînements qui mettent justement en relation des personnes qui semblent n'avoir aucun lien entre elles, des événements. Ils semblent ignorer les sources de leur inspiration eux-mêmes, ces personnes-là, et ils déclenchent vraiment des comportements pensant que ça vient de leur propre intelligence. Un proverbe dit « Un homme averti en vaut deux ». Je crois qu'il est toujours enrichissant de s'informer et de tenir compte des avertissements qui en découlent. Et nous en avons des avertissements. Donc nous allons cheminer un peu dans cette jungle mystérieuse, parfois sordide, en commençant par ce lieu exceptionnel, autant visité que méconnu, qu'est Venise. La première fois que j'y suis allé, j'ai eu la chance d'arriver à Venise en bateau, par la lagune. Une lagune toujours pleine de brumes le matin, des brumes qui faisaient qu'on ne distinguait pas vraiment en détail les silhouettes des îles qui étaient par là. Tout était assez mystérieux, sinistre. Et puis, quand petit à petit la brume s'est levée, en abordant petit à petit le bout de la lagune, il y avait des constructions imprécises qui sont apparues. Et pendant que je voyais cela, bien sûr, je pensais à cette république extrêmement riche, extrêmement puissante, qui a été un paradis pendant quelque temps pour le commerce, pour également la civilisation, et qui est maintenant un paradis pour les touristes. Tout évolue, bien sûr, avec le carnaval, les fêtes, les musiques, bien sûr les masques. Mais à Venise, quand tombent les masques,
c'est tout à fait différent. Là, on se trouve dans un haut lieu de l'étrange, un haut lieu des mystères et de légendes qui viennent d'un lointain passé et qui influencent plus qu'on le croit le monde d'aujourd'hui. J'allais faire des investigations sur ces idées-là, avec quelques documentations que j'avais pu avoir, sans aucune précision. Je voulais savoir d'abord d'où venait la légende du dragon de la lagune. Le dragon de la lagune, qui était soi-disant un monstre, et certaines, même traditions, ainsi que certaines idées actuelles, confirment qu'il y a eu des monstres, peut-être des crocodiles, dans cette lagune. Et dans cette lagune, bien sûr, on a remplacé le monstre par le lion de Saint-Marc. Dans la chrétienté, c'est installé. Et le dragon de la lagune, bien sûr, avait la réputation de tuer ses victimes et de les dépecer, de les couper en morceaux. On trouve là un premier rapport avec l'Égypte antique et le personnage d'Osiris, qui lui aussi a été coupé en morceaux. Donc, à Venise est arrivé en 1458 des principes de magie sacrée, avec un Égyptien également, quelqu'un qui venait d'Égypte, tout est lié, et qui s'appelait Abramelin le mage. À Venise aussi, il y a un culte de Saint-Georges et de son combat contre le dragon. Et là, on retrouve toujours sous le cheval de Saint-Georges, qui a l'air d'un cavalier satanique blond et vêtu de noir, et sous le cheval, par la perspective, on voit des restes humains coupés en morceaux. Voilà ce que je recherchais, avec des liens entre eux et des conséquences dans l'histoire, jusqu'à maintenant, et peut-être au-delà. Donc, comme tout touriste, quand on arrive, il faut visiter la ville. On visite la ville, mais surtout, ensuite, la vieille ville. Et là, j'y suis souvent allé, tout seul, avec simplement un appareil de photo, tout seul, et de préférence la nuit. Et là, c'est extraordinaire, l'ambiance qu'on ressent la nuit, avec des reflets sinistres, angoissants, une ambiance que je n'ai pas rencontrée ailleurs. Dans des petites ruelles étroites, il y a les canaux, et puis comme des arcades avec des petites ruelles pas plus larges que ça. Et en passant là, dans la nuit, avec peu d'éclairage, on voit bien sûr les eaux glauques qui sont à quelques centimètres des pieds. C'est assez impressionnant. Puis aussi à Venise, l'île San Michele, car le cimetière de Venise, c'est une île, l'île San Michele, qui représente encore le combat de Saint-Michel contre le dragon. Et là, on y voit bien sûr, dans tout le cimetière, des emblèmes, des représentations dont on reparlera. Et bien sûr, j'étais à la recherche d'idées de vampirisme liées au dragon de Venise, et je voulais voir notamment s'il était exact qu'il y avait eu une famille Barbaro ayant la réputation de vampirisme, ayant vécu en France, etc. Donc j'étais à la recherche de tout cela, et surtout à la recherche d'une momie dont on m'avait parlé, une momie qui se trouvait dans une île de la lagune, à San Lazzaro, et bien sûr, je voulais voir cette momie. Pour aller voir la momie à San Lazzaro, bien sûr, il m'a fallu prendre un bateau pour aller dans l'île qui est pas loin du Lido, à peu près 1 kilomètre. Et malheureusement, quand je suis allé au Lido, croyant m'embarquer pour San Lazzaro, il n'y avait pas de bateau du Lido à San Lazzaro. Il fallait revenir à Venise et prendre un vaporette pour aller à San Lazzaro. Déjà, c'était presque un chemin initiatique pour rejoindre cette momie. Bien sûr, j'y suis arrivé, j'ai pris un bateau, nous étions une dizaine sur ce bateau, des Américains, des Anglais, j'étais le seul Français. Et en arrivant sur l'île de San Lazzaro, les étrangers sont passés devant, accueillis par des prêtres méquinaristes, qui sont des orthodoxes, bien sûr, et les ont accueillis. Comme j'étais le seul Français, il y avait un prêtre qui parlait français. Donc, il est resté à côté de moi, et j'ai fait exprès de marcher lentement pour laisser partir les autres. Et là, nous sommes partis,
Il m'a fait visiter l'imprimerie, la bibliothèque, en fait, des endroits vraiment culturels extraordinaires qu'on ne soupçonne pas dans ce monastère de San Lazzaro. Et puis, en passant dans une pièce, avant la bibliothèque, j'ai vu, dans son cercueil de verre, la momie égyptienne. Alors, le prêtre qui était là m'a donné quelques renseignements historiques, archéologiques, et on est passé. J'étais un peu déçu parce que j'aurais voulu avoir un contact avec ce personnage dont on avait dit, j'avais eu plusieurs lectures, que c'était un mort vivant capable d'envahir les gens qui allaient près de lui. Donc, une espèce de vampire psychique ou intellectuel ou mental. Et on est juste passé là-devant comme ça. Et bien sûr, la momie avait une très mauvaise réputation. Donc, pendant qu'on était à la bibliothèque, le prêtre me présentait des documents, certains datant de plus de 1000 ans, des enluminures, des choses extraordinaires. Et à un moment, un autre prêtre est arrivé avec un dossier sous le bras, et sur les vitrines, il a posé ses dossiers, ils ont commencé à parler. Alors là, j'ai demandé à celui avec qui j'étais si je pouvais, pendant qu'il parlait, pour ne pas les déranger, aller revoir la momie égyptienne. Il m'a dit, mais je vous en prie, allez-y. Et là, il n'y avait personne d'autre. Je suis resté pendant plus d'une demi-heure avec ce personnage d'une autre époque. Et vraiment, c'est un étrange voyage que ce prêtre du temple de Diospolis a vécu il y a plusieurs millénaires. Près de ce prêtre, j'ai eu l'impression, c'était une impression, peut-être on peut l'interpréter, que j'étais accepté. Et petit à petit, c'est comme un dialogue muet qui s'est établi entre nous. J'ai ressenti un bien-être. Et sur les photos, que je vous ferai voir, j'en ai quelques-unes ici, et elles seront dans le livre, bien sûr, j'avais l'impression que la momie, bouche entrouverte, me souriait. Et si vous voyez les photos, c'est une impression qui n'est pas de l'imagination. Donc, les croyances égyptiennes, bien sûr, indiquent bien qu'une momie est conservée pour vivre. Elle est conservée pour vivre, et à San Lazzaro, curieusement, on est dans l'île Saint-Lazare, et Lazare, c'est celui qui a ressuscité, qui a vaincu la mort. Donc, il faut quand même voir un peu les croyances égyptiennes qui sont à la base de cette recherche et qui, certainement, font partie d'une science et de pas de croyances imaginaires gratuites. Alors, pour l'illustrer un peu, je vais faire un petit dessin. Voilà, il faut s'extraire de là. C'est branlant, hein? Voilà, donc les momies étaient conservées pour garder en elles une parcelle de vie qu'elles devaient retrouver. Et voilà comment on peut succinctement l'expliquer d'après les croyances, la religion de l'Égypte antique. On va mettre un trait comme ceci. De ce côté, c'est le jour, de ce côté, c'est la nuit. Donc, nous avons là des momies qui ont été embaumées pour conserver la vie, qui ont été embaumées et qui sont sous la terre, dans la nuit, bien sûr. Voilà, on va les représenter simplement comme ça. Et donc, ici, c'est la nuit. Et on va retrouver des correspondances très étranges avec l'alchimie, ce qui sera en relation avec ce qui a été vécu à Venise en 1458. Donc, nous avons le soleil levant qui sort de la nuit, et la nuit, c'est l'obscurité, c'est le noir, un noir bleuté, Donc, en sortant de la nuit, le soleil qui éclaire la terre est un soleil blanc. C'est le soleil blanc, le soleil levant. Ensuite, il monte au zénith, et quand il monte au zénith, là, nous avons un soleil d'or. Le soleil d'or, le soleil du midi.
Et puis petit à petit, le soleil redescend, il va retrouver la nuit, et quand il redescend, ici, nous avons un soleil qui est un soleil rouge. Le soleil couchant qui est rouge, voilà. Donc ce soleil couchant va partir dans la nuit, et d'après les textes de l'Égypte antique, c'est là qu'il va passer dans la nuit. Là, il est. Et il va envoyer la vie, l'entretien de la vie, à chacune des momies qui sont là pour conserver cette vie. Donc voilà comment les Égyptiens expliquent que les momies ont la vie entretenue par Ré, le dieu soleil. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a ici exactement le symbolisme alchimique. Le symbolisme alchimique part du noir, le compost. Ensuite, il y a le blanc, l'étoile dans le compost. Le grand rendez-vous des alchimistes au Moyen-Âge, c'était Compostella, l'étoile dans le compost. Ensuite, ça monte au zénith l'or, et les alchimistes avaient besoin de rechercher l'or, non pas l'or qui était une richesse, mais un or qui leur permettait de retrouver le rouge de la pierre philosophale qui est surtout, pour les alchimistes, l'énergie qu'on peut dire de la vie, la médecine universelle. Donc les alchimistes, déjà, étaient dans les croyances égyptiennes.